Et on continue de parler du Liban avec notre chroniqueur international Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Céline. Face à cette offensive israélienne au Liban, est-ce que le Hezbollah peut résister, lui qui hier a subi les foudres du gouvernement libanais qui a décidé d'interdire sa branche armée? C'est vrai que c'est rare dans la mesure où le Hezbollah passe pour le maillon de la société libanaise qui est dans la résistance, comme ils disent. C'est les termes employés par le Hezbollah, dans la résistance à Israël. Or là, c'est vrai que, et ça fait depuis bien des années, que les Libanais, en tout cas ceux qui ne sont pas partisans du Hezbollah, ont la conscience que ce poids, ce parrainage en quelque sorte de la résistance anti-israélienne est lourd, dans la mesure où le Hezbollah, finalement, profite, se paie sur la société libanaise, qui la fragilise, et que si le pays devait, le Liban venait à s'effondrer totalement, le Hezbollah en serait très largement responsable. Mais il y a toujours cette aura qui remonte à la guerre du Sud-Liban, à l'invasion, à l'opération paix en Galilée menée par Israël, et ensuite à la manière dont Israël s'est retiré du Sud-Liban. Là, est-ce que le Hezbollah peut résister? Vous savez, compte tenu de ce que je viens de dire, le Hezbollah, c'est précisément un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Il ne peut pas faire beaucoup plus, d'abord parce qu'il a été sérieusement secoué ces dernières années, et s'il fait plus, il risque justement de provoquer cet effondrement du Liban, et s'il fait moins, il perd cette aura de résistance, de phare de la résistance anti-israélienne. Et donc c'est toujours dans cette marge-là que le Hezbollah peut agir. Disons qu'elle s'est réduite encore. Et puis surtout, n'oublions pas que quand le Hezbollah en a eu besoin, le parrain iranien n'a pas été au rendez-vous. Et que là, il doit y avoir aussi des réflexions qui se nouent autour de l'avenir du Hezbollah qui jusqu'à présent n'existe, ou n'existait, je ne sais pas comment il faut parler, n'existe que par la République islamique d'Iran. Si la République islamique d'Iran est encore plus en délicatesse, dans la difficulté que ça n'a été le cas au cours de la guerre des 12 jours, ce qu'on appelait la guerre des 12 jours, ça veut dire que le parrain, il a aussi du plomb dans l'aile et que le Hezbollah peut se demander à quoi il peut servir. Donc, ne pas provoquer l'effondrement de la société libanaise. En même temps, il faut montrer qu'on est là parce que la raison d'être du Hezbollah, c'est d'être opposé à Israël. Est-ce que comment tout ça s'organise dans le conflit en général, c'est-à-dire celui que connaît l'Iran? C'est difficile à dire parce que l'Iran n'a pas été, pas qu'avec le Hezbollah, l'Iran a laissé tomber aussi Bachar al-Assad, qui était un allié. L'Iran n'a pas été d'un soutien énorme au Hamas. Donc ça, c'est antérieur à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens-là font? Est-ce qu'ils font un baroud d'honneur pour dire nous sommes les derniers des résistants anti-impérialistes, anti-américains? Ou bien est-ce qu'ils essayent de se reconvertir en catimini? On voit que par exemple en Iran, certains essayent. Merci Gauthier, restez avec nous, on vous retrouvera dans quelques instants. Parlons d'Israël, et l'opinion israélienne est-elle favorable à la campagne militaire en cours? On va écouter notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Je dirais que plus cette campagne évolue, plus les Israéliens la soutiennent, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a évidemment cette volonté partagée par les Israéliens de voir ce gouvernement tomber, ce régime iranien tomber, car il menace l'État d'Israël de destruction depuis de très longues années. Il y a ensuite, vous le savez maintenant, désormais une incursion terrestre au sud Liban contre le Hezbollah. Depuis ce matin, ce sont des unités d'élite de l'armée israélienne qui ont pris position dans le sud Liban, à quelques kilomètres de la frontière, mais dans les bases du Hezbollah, parce que les Israéliens veulent profiter de cette campagne pour en finir d'une certaine manière avec le mouvement pro-iranien chiite du Sud-Liban, et ce mouvement qui menace aussi Israël aussi depuis de longues années, qui est rentré très souvent en confrontation avec Israël. Et dès la première provocation, c'est-à-dire dès quelques tirs de roquettes hier matin, eh bien, les Israéliens ont déclenché cette opération au Sud-Liban, au sud aussi de Beyrouth, qui vraisemblablement avait été préparée de longue date. Les Israéliens aussi, ils sont favorables, enfin pour une dernière raison, c'est que les tirs iraniens se font de plus en plus rares. Selon des chiffres communiqués par le ministère de la Défense israélien, ils auraient baissé hier de 30%. Et aujourd'hui, certes, nous avons eu une alerte ce matin, mais ici à Jérusalem, mais c'était une fausse alerte. Il y a eu des tirs dans le centre du pays, mais l'intensité des tirs vers Israël n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu être en juin dernier, ce qui contribue aussi au soutien populaire de cette opération.
L'armée israélienne qui continue à frapper simultanément le Liban et l'Iran. Plusieurs explosions ont secoué Téhéran ce matin. Les villes de Karaj et d'Ispahan ont également été touchées. L'Iran met aussi en garde les pays européens contre toute intervention dans la guerre. On va retrouver notre correspondant dans la capitale iranienne, Siavosh Razi. Bonjour. Il y a eu des frappes aujourd'hui sur la présidence iranienne et le Conseil de sécurité à Téhéran. Alors, cette information n'a pas été confirmée ici à Téhéran. Et on n'a pas vu, on n'a pas constaté de détonation ou de colonne de fumée dans cette partie de la ville. Pour l'instant, on attend une confirmation. Il se peut que, par exemple, comme la journée d'hier, lorsque l'armée israélienne a demandé aux habitants du quartier de la prison de Devin de quitter leurs habitations pour se mettre à l'abri en prévision d'une attaque. Donc, une alerte qui a été lancée hier soir, que ça soit dans la même hypothèse, c'est-à-dire que finalement l'attaque contre la prison d'Evin n'est pas intervenue. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation d'une attaque contre la présidence iranienne et contre le Conseil suprême de la sécurité nationale, qui se trouve dans le même quartier où se trouvaient les bureaux du guide suprême iranien, donc frappé durement samedi matin avec la mort du guide suprême iranien. En revanche, il y a la confirmation d'une frappe contre le site nucléaire de Natanz, dans le centre du pays, mais aussi des frappes contre Ispahan, Shiraz, Tabriz, Kermanshah et aussi Karaj. Ce sont plutôt des villes de l'ouest du pays qui sont frappées depuis ce matin. Merci beaucoup, Siavosh Razi. Et dans cette guerre, l'une des cibles cette nuit, ça a été l'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Elle a été visée par 2 drones qui n'ont pas fait de victimes puisque le bâtiment était vide. Washington conseille à ses ressortissants en Arabie Saoudite de rester à l'abri. À noter aussi que l'ambassade américaine au Koweït a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre. Gauthier, quelle est la stratégie iranienne en allant viser des ambassades, des bases américaines ? Ça, c'est la plus, on va dire, logique, entre guillemets, la plus compréhensible. Vous visez les représentations de l'ennemi. Là où c'est un pari risqué, c'est qu'on a vu ces derniers jours qu'il y avait ce type de bombardement, mais aussi d'autres qui impactent des pays, notamment les monarchies du Golfe, certains États comme Oman qui ont même fonctionné comme intermédiaires entre l'Iran et l'Occident, on va dire, et que donc la stratégie de Téhéran, c'est une stratégie d'une part qui ne peut être qu'à court terme, compte tenu des armements qui ne sont pas inépuisables. Stéphane Amar disait à l'instant qu'il avait été constaté en Israël que le nombre de missiles qui s'étaient abattus sur le territoire israélien avait baissé de 30%. Ça n'est sans doute pas un hasard. Donc, à la fois le caractère rapide et bref de la chose, et aussi insister auprès de ces États, comme les Émirats arabes unis, comme Oman, comme d'autres, éventuellement même d'ailleurs l'Arabie saoudite, en leur disant, vous voyez bien que l'action de vos parrains américains sème le chaos. Donc faites pression sur les Américains pour qu'ils lèvent le pied, pour qu'ils arrêtent. Le problème, c'est que vous avez dans ce cadre-là des monarchies, des pays qui ont toujours été très méfiants vis-à-vis de l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme, et qui pourraient être tentés de dire, puisque c'est comme ça, au contraire, on va demander aux Américains, on ne parle pas des Israéliens, mais on est bien content qu'ils fassent le boulot, on va leur demander de mettre le paquet, passez-moi l'expression, et puis qu'on en finisse. Donc vous voyez que cette stratégie iranienne, elle est à double tranchant. Est-ce qu'elle est le signe qu'il n'y a pas d'autre stratégie possible ? Ça n'est pas impossible. Simplement, ce que vous avez cité auparavant comme information me paraît important et grave, c'est-à-dire qu'il y a toujours la détente, j'allais dire, le recours au terrorisme qui est envisageable et envisagé. C'est le sens qu'il faut donner, me semble-t-il, à la déclaration iranienne, la mise en garde des Européens par les Iraniens en disant, si vous mettez le doigt dedans, nous on sait comment vous adresser plus que des avertissements. Merci beaucoup Gauthier Rybinski. On vous retrouvera tout à l'heure à 14h dans le Club des Chroniqueurs.